Bonjour à tous. On va doucement commencer cette session sur l'organisation intra-hospitalière face aux situations sanitaires exceptionnelles. Session qui va donc être composée de trois présentations, avec comme première présentation celle du docteur Gauss de la Tronche à Grenoble, sur la collaboration médecin urgentiste, médecin anesthésiste réanimateur, la déclinaison intra-hospitalière des situations sanitaires exceptionnelles. Tobias, nous t'écoutons. Tout d'abord, merci pour cette invitation. C'est comme toujours un grand honneur d'être invité et d'avoir l'occasion de partager des idées avec des collègues et d'être écouté. Donc je vais essayer de faire la meilleure utilisation possible de votre temps précieux. Et pour partager quelques idées sur la gestion du SSE et comment le binôme Mur-Mar peut être est vraiment au cœur le moteur du réacteur. Les deux conflits d'intérêts, un conflit d'intérêts ancien historique avec LFB et un conflit d'intérêts avec Capgemini Invent. Personnellement, mon histoire, mon exposition aux situations sanitaires exceptionnelles commence quand j'étais externe, en 99, au Zimbabwe. On avait reçu dans un hôpital district de Nyanga, on avait reçu un AVP avec 100 blessés et qui sont arrivés sur un petit hôpital qui est loin d'être... c'est vraiment un petit hôpital. Et ça m'avait beaucoup marqué. Cette sensation d'être vraiment submergé par un afflux de blessés. Et après, j'ai été aussi marqué par le fait que quand il y a eu le Bataclan, j'étais bourré à Berlin avec des potes. Donc depuis, j'essaie de me rattraper et donc j'ai un intérêt particulier pour le SSE. Donc sur le plan, on va rapidement parler de doctrine, articulation Mur-Mar, pourquoi c'est important, un retour d'expérience de littérature, parce qu'effectivement, il faut parler de retour d'expérience, vu le niveau de preuve dont on dispose. Je vais partager trois leçons que je pense être clés et comment faire pour y arriver. Et donner une petite conclusion. Donc le binôme Mur-Mar, donc là aussi je m'excuse, à gauche c'est une référence quand j'étais jeune, maintenant j'espère que... Et l'autre monsieur je ne connais pas, mais il paraît que c'est un anesthésiste de Grey's Anatomy. Pourquoi c'est un binôme important? Je pense que c'est un binôme vraiment matriciel de la prise en charge de situations exceptionnelles à l'hôpital, parce que les deux sont extrêmement polyvalents, tous les deux sont des couteaux suisses, extrêmement complémentaires aussi. Et je pense qu'on a vraiment tout intérêt à s'entendre. Et à mon avis, et dans mon expérience, l'expérience de la pandémie l'a encore une fois montré. Donc c'est vraiment un binôme indispensable pour la gestion et notamment l'articulation du préhospitalier vers l'intra-hospitalier. Lorsque vous vous intéressez aux situations sanitaires exceptionnelles, et je pense que si vous êtes là, effectivement, vous avez un intérêt, il y a une nomenclature qui est indispensable, même si ça peut paraître lourd. Déjà, le titre de ma présentation, j'étais ravi du titre, parce qu'il y a plein d'abréviations. Il y a des collègues qui me disaient « Mais tu parles de quoi ? Je ne comprends rien, en fait, au titre de ta présentation. » Effectivement, ça peut paraître un peu lourd prime abord. Et ça serait peut-être, il y a un travail à simplifier. Mais il faut qu'on parle en conséquence un peu de la doctrine et qu'on se penche un peu sur certains des acronymes qui sont vraiment au cœur. Il y a à la fois le plan ORSEC, qui est en fait l'organisation qui structure l'organisation de la sécurité civile. Ça veut dire que c'est tout ce qui concerne les moyens de secours, principalement préhospitaliers. C'est sous la responsabilité d'un préfet. Et eux, ils parlent, lorsqu'ils ont un afflux massif de victimes, principalement préhospitaliers, ils parlent du NOVI, c'est donc nombreuses victimes. À côté, vous avez le ORSAN, qui est la déclinaison hospitalière, c'est le plan blanc. Et c'est l'organisation du système de santé en situation sanitaire exceptionnelle. Et donc, ils avaient différents volets. Vous avez le ORSAN AMAVI, qui est l'afflux massif de victimes. Vous avez le ORSAN EPICLIM, donc épidémie et événements climatiques. Vous avez ORSAN REBS, donc c'est les situations de risque épidémique ou de risque épidémique émergent et biologique, l'ORSAN NRC nucléaire et chimique et l'ORSAN médico-psychologique quand il y a un afflux de patients traumatisés psychologiques. Et l'articulation, idéalement, selon la doctrine, entre les deux, c'est le SAMU.
et notamment évidemment pour tout ce qui concerne le préhospitalier. J'ai oublié de dire que le Orsan, normalement, c'est l'ARS qui est censé coordonner à l'échelle d'une région ou d'un territoire le plan Orsan. Toujours dans la doctrine, en tout cas française, parce qu'il y a différentes doctrines dans différents pays. Et là, je vous présente la doctrine française. Lorsqu'il y a un événement, et ce qu'on appelle chantier, lorsqu'il commence en préhospitalier, le chantier il peut aussi commencer en intra-hospitalier. Il y a effectivement un premier triage qui est censé être fait par des secouristes, un tri à l'arrivée du PMA, du poste médical avancé, qui peut être en fonction de la situation devenir juste un point de rassemblement victime, un PRV, si la situation est vraiment trop complexe et ne permet pas une mise en condition des patients, ce qui est censé être fait au PMA, selon l'idée d'une médicalisation préhospitalière qui est propre à notre système et qui est censé refléter une prise en charge damage control de ces patients. Et si la situation est trop complexe, trop difficile en préhospitalier, notamment la sécurité des soignants, le PMA peut être juste un PRV, idéalement quand même avec un triage qui est fait en urgence absolue, UA, et urgence relative, et avec aussi une première étape idéalement d'identification des patients avec le système Sinus, qui sont des bracelets qui sont lisibles, qu'on peut lire avec un lecteur sur un code barre, et donc une sortie de ce PMA et l'orientation par la grande noria vers l'hôpital. Revenons sur le sinus, effectivement, l'idée est noble. Parfois, par exemple, sur la cohorte des patients de Bataclan, on a vu qu'une grande partie ou la majorité des patients, finalement, les conditions étaient tellement difficiles qu'il n'était pas possible de les équiper avec un système sinus. C'est pour ça que l'identité vigilance reste vraiment un fil conducteur sur tout le parcours du patient. La grande noria amène donc le patient à l'hôpital avec un tri. Alors ça, c'est discuté. Il y a des gens qui se pensent que si le tri est bien fait en préhospitalier, ce n'est pas nécessaire de faire un tri à l'arrivée de l'hôpital. On va y revenir. Mais ce qui est indispensable, c'est à nouveau une étape d'identification du patient, au moins avec une identité provisoire. Si possible, l'inclusion dans CIVIC, c'est encore une autre abréviation qui est intéressant ou important de connaître. C'est un système qui permet le suivi des patients, c'est donc un répertoire, un registre des patients victimes, qui permet aussi de se coller avec les bases de données des services de police et des services de sécurité. Et ensuite, effectivement, à l'intérieur de l'hôpital, une orientation. On garde toujours cette dichotomie entre UA et UR vers la prise en charge spécialisée. Donc ça, c'est pour la doctrine. Vous voyez que sur la fonction transversale du mur MAR, c'est finalement les deux avec leur polyvalence et leur transversalité à la fois en préhospitalier et en intra-hospitalier. C'est un chantier continu. Il n'y a pas que, je pense, il faut considérer tout le parcours du patient comme un seul chantier. Et arrêter les silos, c'est vraiment de l'événement jusqu'à la prise en charge définitive du patient. Le parcours du patient est le chantier, et donc il faut le concevoir ainsi. Et ce qui permet d'avoir une continuité parcours patient. Donc, par exemple, un concept qu'appliquent les Israéliens que j'ai trouvé vraiment extrêmement fonctionnel, c'est qu'ils attribuent, lorsque le patient arrive à l'hôpital, ils attribuent une équipe dès l'arrivée, dès que le patient passe la porte, le premier tri, le tri primaire est fait, il y a une équipe qui est dédiée à ce patient et qui suit tout son parcours en intra-hospitalier jusqu'en réanimation. Donc je pense que de considérer que ce parcours patient, c'est un chantier continu, c'est très important. Et évidemment, cette articulation permettrait idéalement, si on a des informations valides, de calibrer la réponse intra-hospitalière vis-à-vis avec les données ou les informations préhospitalières de l'événement. Et là, encore une fois, l'articulation entre les médecins urgentistes et les médecins anesthésistes, d'autant plus parce qu'on se connaît. Et je pense que le lien social, le lien physique au sein d'une structure est vraiment clé en temps normal, et de développer des liens de confiance et de langage partagé est vraiment la clé du succès. Et on retrouve ce binôme sur l'articulation préhospitalière et intra-hospitalière. Et lorsqu'on regarde la littérature, il faut constater qu'il y a très peu d'études, il y a beaucoup d'études évidemment sur la gestion préhospitalière d'un événement, indépendamment du type. Il y a encore déjà beaucoup moins d'études pour la gestion intra-hospitalière.
Mais surtout, il y a très peu d'études ou très peu qui regardent l'articulation pré-intra-hospitalière. Et ce qui, en conséquence, quand on fait l'analyse, on garde des défis d'articulation interservices, non seulement en préhospitalier, mais aussi entre préhospitalier et intra-hospitalier. On garde un défi de moyens de communication, un défi de fiabilité des informations. Et donc, en conséquence, avec des informations en articulation qui est probablement très fragile, ce qui est d'autant plus fragile que l'événement est complexe et dynamique, évolutif. La calibration, finalement, cette volonté de calibrer la réponse intra-hospitalière peut être vraiment peut être fragilisée ou mise en question. Pour illustrer ce problème de communication persistant, ça c'est un survey sur des centres de niveau 1 anglo-saxons, ça veut dire Canada, USA, Australie, Nouvelle-Zélande. Ce sont vraiment des systèmes des niveaux 1 dans des systèmes extrêmement matures qui ont fait une revue que je vous recommande de lire, c'est extrêmement instructif, sur leur capacité de répondre à une situation sanitaire exceptionnelle et les moyens qui se donnent, les moyens d'entraînement. Et vous voyez que déjà, ne serait-ce que l'hétérogénéité des outils de communication illustre à quel point cette articulation reste vraiment fragile. Et en conséquence, la calibration de la réponse intra-hospitalière à partir de données fiables est probablement beaucoup plus difficile à faire qu'on le pense. J'avais la chance de coordonner un travail avec Rose Tallack, qui est une collègue de Londres, qui était la responsable SSE du Royal London Hospital, et qui est anesthésiste, vous voyez, alors que c'est les urgentistes qui sont en déchocage, c'est les urgentistes qui sont en première ligne, mais c'est Rose Tallack qui était la référente pour le Royal London Hospital pour le SSE, et on avait des discussions on avait l'impression qu'il y a vraiment un manque de transparence dans la littérature. Chacun y rapporte ce qu'il a fait, mais en fait, on revient rarement dessus. Et en fait, le fait de rapporter ce qu'on a fait dans un événement donné ne permet pas d'avoir une vraie transparence. Donc, on a réuni des collègues de 17 villes dans le monde, avec un total de plus de 8000 patients, 37 sites avec des mécanismes multiples. Ça, c'est tous des attaques terroristes. Donc, c'est un volet du SSE. Mais dans chaque volet SSE, on trouve des aspects méthodologiques ou de gestion pour les autres. Et on s'est concentré sur l'intra-hospitalier, mais n'empêche, sur une partie, on avait vu des éléments très intéressants sur cette articulation préhospitalière. En fait, on avait demandé aux gens qu'est-ce qui s'était bien passé. Et effectivement, sur cette articulation, il y avait à peu près la moitié qui étaient contents de leur coordination, qui était assez efficace. C'était d'autant plus efficace qu'il y avait un réseau trauma existant, qu'à la fois il y avait un DSM désigné en préhospitalier et en intra-hospitalier, avec une chaîne de commandement qui était claire et concise, et simple. Et finalement, il y avait pas mal de participants qui disaient que le rôle de l'anesthésie en intra-hospitalier était vraiment matriciel, et de ce binôme médecine d'urgence-anesthésie. Ce qui était des points négatifs, c'était la coordination, l'autre moitié qui disait que leur coordination intra et pré restait inefficace, qu'il y avait beaucoup de flux vers les traumas-centaires. Donc certains, dans leur expérience, c'était bien, parce que les traumas-centaires étaient calibrés, que c'était standardisé. D'autres disaient que finalement, il y avait aussi un flux de patients pas graves qui allaient vers les traumas-centaires, donc il y avait une sorte d'effet de gravité vers les traumas-centaires. En conséquence, la coordination entre hôpitaux était difficile, que souvent l'événement était déclaré trop tardivement et que la chaîne de commandement était fragile. Et qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour améliorer cette articulation ? Ils ont amélioré la coordination, c'est-à-dire ils ont mis des règles, des interlocuteurs, des règles de communication, des moyens de communication, un langage partagé et surtout vraiment simplifié au maximum. Donc améliorer les plans, les simplifier, désigner des DSM pré-intra, faire vivre le principe de subsidiarité, d'initiative et faciliter la déclaration d'événements et de l'activation des plans, et que ça soit même par quelqu'un qui n'est pas forcément haut dans l'hiérarchie, mais dès qu'il y a quelqu'un qui constate là, il y a vraiment un événement, il y a un truc qui se passe, de faire vivre le principe de subsidiarité pour activer les plans plus tôt. Et les défis persistants, ça reste la coordination interservice, la chaîne de commandement et la surcharge de travail du DMC. Pour revenir sur cette question de tri que je vous ai exposée tout à l'heure, effectivement, dans notre doctrine, idéalement, le tri est déjà fait, et notamment pour les patients non contaminés, il y a un tri qui est déjà fait. Mais finalement, sur ce retour, sur cette expérience,
vraiment presque tous les participants ont dit que dans leur expérience, un tri secondaire à l'hôpital est indispensable. Parce que, en fait, de la nature de l'événement, de l'hétérogénéité de la prise en charge préhospitalière, indépendamment du système de soins préhospitalier, et aussi des différents moyens, des vecteurs arrivés spontanés, patients sur vecteurs médicalisés, non médicalisés, que le triage secondaire à l'hôpital restait vraiment une étape très importante et matricielle. Quand on plonge un peu sur ce travail anglo-saxon, on voit aussi que les plans sont très détaillés, globalement, sur tout ce qui concerne la première phase, donc la prise en charge initiale aux urgences et le tri aux urgences. Encore, ça va, on voit sur l'implication de l'ARIA et des blocs dans l'implémentation des plans, dans la construction des plans et dans la mise en œuvre des plans. Déjà, on voit plus on rentre dans l'hôpital, moins le plan est concis et clair, et moins l'implication des équipes est haute. Et surtout, un point faible que tout le monde partage, c'est tout le volet NRC. D'accord ? Donc là, vraiment, c'est pas que chez nous, ça reste une faiblesse parce que, pour des raisons multiples qu'on pourrait élucider dans la discussion, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, à travers de mon expérience, de l'analyse de la littérature, de ce travail qu'on avait fait avec Rosel, moi, je vois vraiment 3 leçons importantes à retenir pour faire fonctionner ce binôme. Je m'excuse pour l'anglais, mais je n'ai pas trouvé d'équivalent français. En fait, ce qui est important, c'est que c'est plus important. Les gens sont beaucoup plus importants que l'équipement. Ça veut dire que si les gens, ils connaissent leur rôle, ils savent quoi faire, ils savent parler avec qui, et que leur charge mentale et leur charge fonctionnelle et informationnelle est adaptée, ils vont toujours trouver un moyen de s'en sortir. Alors que même si on n'a pas tout l'équipement. Donc il faut vraiment investir dans les plans, dans les gens, et moins dans les équipements. Et pour l'illustrer, un élément, par exemple, qui était partagé par nos participants, c'était que le manque de connaissances spécifiques face à un type d'événement, ça peut être AMABI, ça peut être NRC, mais le manque de connaissances spécifiques face à un type d'événement était vraiment un facteur déterminant. Donc on est obligé de faire des efforts pédagogiques. C'est chronophage, c'est complexe, notamment avec les contraintes de temps qu'on a dans nos hôpitaux actuellement. Mais nous aussi, anesthésistes réanimateurs, on se doit de connaître au moins la base d'une prise en charge NRC. REB, on a été beaucoup exposé récemment, mais on se doit de connaître les principes de base d'une prise en charge des contaminations nucléaires ou chimiques qui sont globalement assez simples. Et je pense aussi qu'il faut être formé à s'habiller parce qu'on peut être appelé à intervenir pour des patients contaminés qui nécessitent une prise en charge anesthésie-réanimation. Et ça m'a rappelé, quand j'ai vu ça, que ma propre formation de m'habiller, par exemple, elle remonte à 11 ans. D'accord ? Là, je ne saurais plus. Et je pense que c'est important dans un département d'anesthésie-réanimation qu'il y ait des référents qui savent le faire, qui sont en mesure d'intervenir sur ce type d'éléments. Un autre pour illustrer que finalement, vous voyez que la majorité disait, plus de 60% disaient que le matériel chirurgical n'était pas un facteur limitant, ou que les produits sanguins, pareil, n'étaient pas un facteur limitant. La capacité de lit d'hospitaliser les patients n'était pas un facteur limitant. Pareil pour le turnover en radiologie scanner et radiologie conventionnelle, la majorité ne pensait pas que c'était un problème. Par contre, beaucoup persistent à penser que l'activation des équipes et le renfort restaient un problème et que la majorité est encore à des systèmes de téléphone. Deuxième leçon, c'est on insiste souvent sur qu'est-ce qu'il faut faire, et je ne sais pas si vous avez l'occasion de lire le référentiel du ministère qui est très bien écrit, qui est vraiment riche d'informations sur la prise en charge des SSE. C'est 200 pages, mais ça insiste beaucoup sur comment il faut faire, évidemment, mais très peu que comment il faut faire. Vraiment, c'est la granularité, et donc il y a des grands principes qui sont formulés. Et le défi de expliquer aux gens qu'est-ce qu'il faut faire, c'est de rester simple. C'est vraiment le grand défi de rester le plus simple possible. Et notamment dans cette situation où on est tous un peu lobotomisés par multiples facteurs, je pense que le plus simple, c'est toujours le mieux. Et donc, par exemple, il y a des outils comme des fiches d'action
un plan blanc ne doit pas se résumer juste à des fiches d'action, mais des fiches d'action qui doivent être très concis et très claires pour que vraiment une personne, même idéalement pas formée, pas initiée, peut être en mesure de prendre cette fonction. Donc ça, c'est un autre principe que je pense très important. On ne parle plus de personnes. Souvent, ce sont des référents qui ont une énorme connaissance, mais si le référent, la référente n'est plus là, tout s'écroule. Il faut parler de fonction, d'accord ? Il faut que cette fonction, elle peut être remplie idéalement par n'importe qui, je dirais, dans l'hôpital. Et comment y arriver ? Il n'y a pas, c'est comme 36, il n'y a pas 36 000 façons, et c'est toujours un peu, quand on fait de la littérature, il y a une revue de l'année dernière du BJA qui consacre tout sur le SSE. Il y a 10 papiers, vraiment, si vous voulez une revue complète de la littérature, je vous recommande ce numéro spécial. Et on a toujours l'impression qu'au final, la conclusion, c'est qu'il faut s'entraîner. Mais oui, il faut s'entraîner. La question est comment il faut s'entraîner, parce qu'il faut le défi est de l'intégrer dans nos processus de travail et de notre charge de travail quotidienne. Et donc je reviens sur ce travail que Roselle a conduit au Royal London Hospital, que j'ai trouvé extrêmement impressionnant et très instructif. Ils sont partis du principe que le SSE, un des défis du SSE, c'est que en fait c'est un truc, on pense que ça arrive jamais. Genre c'est comme l'hyperthermie maligne. Et que, en fait, surtout, ça fait, il faut le dire, je suis désolé, ça fait chier tout le monde, ok ? Ça fait surtout chier les gens dont c'est pas le métier. Donc, et que, donc, on n'a pas envie d'y consacrer des moyens et surtout pas du temps. Et surtout pas du temps médical et paramédical, et on reste souvent le moteur. Donc, ils sont partis d'une théorie sociologique de dire qu'il faut normaliser ce process, cet événement exceptionnel, il faut le rendre normal. Ça veut dire qu'il faut l'intégrer dans la normalité avec des exercices et des travaux collectifs. Et donc, ils sont partis, si vous voulez, de boucles de Deming qui ont commencé petits. Ils n'ont pas commencé grand. Ils ont commencé petits avec des secteurs, donc small is beautiful. Et ils ont fait un effet, si j'ose dire, ils ont pris l'oignon de couche par couche et par un effet boule de neige, ils ont travaillé leur plan au Royal London Hospital. Et à chaque fois qu'une couche était constituée, ils sont passés à une autre couche. Et ils ont appliqué, quand la partie était consolidée, ils sont passés à une autre couche pour consolider le plan. Et petit à petit, c'est devenu comme une vaccination. Et ils ont réussi à normaliser dans le discours, ils ont réussi à partager les langages avec les gens. Et en fait, même les gens qui n'étaient pas du tout dans le logistique, pas du tout dans le SSE, finalement, ils savaient quel était leur rôle. Et ils ont arrivé à normaliser cet événement exceptionnel. Dernière leçon, c'est vraiment le défi ou le conflit, le dilemme entre centralisation et subsidiarité et autonomisation. Subsidiarité, c'est toujours de dire que l'unité la plus, on va dire, dans l'hiérarchie, l'unité la plus inférieure dans une hiérarchie est en mesure de lui donner, il faut lui donner les moyens d'arriver à porter sa mission, d'accord ? Donc, c'est un principe que les militaires, je pense qu'on connaisse bien. Et l'idée, c'est de renforcer l'autonomisation. Et effectivement, quand on regarde des plans, c'est toujours pyramidal. Et souvent, le problème part que ce n'est pas la pyramide qui est informée ou qui se constate qu'il y a un problème. Donc déjà, dans l'activation du plan, on a vu que c'était un point, un défi. Donc ça serait un principe de subsidiarité. Quand on donne à des gens dont ce n'est pas forcément le rôle, ou ça ne semble pas être le rôle dans l'hiérarchie, la possibilité d'activer un plan. Et donc ce dilemme entre centralisation, qui est nécessaire, il faut aussi de la centralisation. À un moment donné, il faut quelqu'un qui est en mesure de trancher, qui est en mesure de driver, qui centralise l'information, qui fait le tri entre ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui est important, ce qui n'est pas important. Mais ce dilemme, il nous accompagne sur l'intégralité de la prise en charge ou de la gestion en SSE. Et donc, tous nos participants sur le survey qu'on avait fait disaient que la flexibilité, finalement, était clé. Flexibilité, ça ne veut pas dire carphanéum, mais qu'il fallait donner une certaine autonomie aux intervenants dans leur secteur de s'adapter à la situation. Parce que la doctrine, le plan ne correspond jamais à la réalité. Et que pour faire ça, tout le monde doit connaître son rôle. Si je connais mon rôle et je connais mon objectif ou mon rôle dans le plan global, je peux m'adapter et je peux trouver la réponse au défi qui m'est posé.
le dilemme entre centralisation et subsidiarité illustre aussi très bien le rôle du directeur médical, qui a un rôle clé, mais il ne faut pas le surcharger non plus. Il faut que ce soit des gens formés, d'accord ? Je pense que ça, c'est très important. Il ne faut pas que juste c'est quelqu'un de l'hierarchie ou que c'est historique. C'est comme le management. C'est un rôle, c'est une fonction, ça s'apprend et il faut le désigner avant. Et c'est très bien résumé, je trouve, dans le référentiel du ministère. Et pour illustrer ça, il y a un travail qui a été fait au débriefing de l'événement d'Utoya. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un jeune homme qui avait tué 75 personnes sur une île en Norvège, sur un camp de jeunes socialistes. Et il s'était déguisé en policier avec des armes automatiques. Il avait en très peu de temps tué 75 personnes. Et imaginez en termes d'accès de secours, c'est une île, d'accord ? Oslo, le seul trauma center de la Norvège, globalement, est à 1h30. Et l'hôpital qui a géré, c'était un hôpital de district, qui n'est même pas trauma center de niveau... On dirait que c'est un niveau 3, probablement. Mais ils ont tout géré. Ils ont géré un afflux massif de 75 personnes, d'accord ? De 75 patients, dont certains très, très graves. Ils ont très bien géré. Et lorsqu'ils décrivent, on voit tous les principes qu'on a vus. On voit le principe de subsidiarité, de formation simple mais répétitive, des plans simples. Chacun connaît son rôle suffisamment au sein du plan global pour être en mesure de s'adapter. Et donc, c'est vraiment très, très impressionnant à lire. En conclusion, je persiste à penser que ce binôme mur-marre, dont l'un est très mûr et l'autre, il a un peu marre, est vraiment matriciel pour la prise en charge des situations sanitaires exceptionnelles, a tout intérêt à vraiment développer, à cultiver encore et à renforcer ce lien, et dans cette complémentarité et polyvalence. Ce sont les gens qui comptent, et c'est d'investir dans les gens et pas dans l'équipement, ce qui veut dire que le temps, les gens, pour les former, c'est du temps, et le temps, c'est l'argent. Donc c'est là-dedans qu'il faut investir. Et toujours garder à l'esprit cette dichotomie, ce dilemme entre centralisation et subsidiarité. Et mettre en place des formations, certes, on n'y échappera pas. Commencez petit, allez-y étape par étape. Consolidez chaque étape avant de passer à l'autre étape. Et merci pour votre attention. Merci pour votre présentation. Je vous propose qu'on passe aux questions. On est déjà un petit peu en retard sur le timing. Si certains ont des questions, je vais vous demander par contre de parler dans le micro pour que ce soit entendable sur les enregistrements. Bonjour. Moi, c'est une question sur les moyens de communication. On peut imaginer, si c'est une attaque criminelle ou terroriste, qu'il s'attaque aussi aux moyens de communication entre les gens. Enfin, c'est quoi la parade pour communiquer malgré tout? C'est loin d'être mon champ d'expertise, mais on peut imaginer plein de situations où la communication est fragilisée. Quand on regarde où les collègues qui ont répondu à un survey, finalement, ils ne dépendaient jamais d'un seul moyen de communication. Ça veut dire que ce qu'on voit dans la situation réelle, c'est qu'il y a une multiplicité des moyens de communication. Parce que tout simplement aussi, même si le DECT marche, il peut être saturé, il est en ligne, donc on va l'appeler sur son portable. Donc il y a une multiplicité. Mais même cette multiplicité peut être mise en danger ou peut être anéantie par soit des moyens, soit des attaques ou des problèmes technologiques, ou parce que les forces de l'ordre, ils se disent on va tout couper, comme c'était sur le Stade de France, sur la phase initiale. Et pour revenir sur le Bataclan, on avait les 6 trauma centers sur les débriefings avec le SAMU de Paris, le SAMU zonal. On s'était dit ça c'est un gros problème, et donc on va mettre en place des radios. Et on s'était dit que tous les 6 trauma centers de Paris, ils auraient une radio au déchocage pour parler avec le SAMU zonal qui centralise toutes les informations. Et par exemple, cette radio, elle ne s'est jamais faite parce que... pour des raisons multiples qui étaient très différentes, qui étaient aussi institutionnelles. Après, la radio, c'est aussi un moyen de communication particulier. Il faut savoir utiliser une radio. Ce n'est pas un téléphone. Et là, il y a 2 semaines, j'ai participé à un exercice en secours en montagne, à flux massif de secours en montagne, sur un glissement. Et c'était super intéressant parce que
Alors, on n'avait que des radios, et il y avait des collègues qui, vraiment, ils ne savaient pas utiliser la radio. Ils utilisaient comme un téléphone. Donc, le réseau était surchargé. Et je pense que là, je n'ai pas de réponse à dire qu'il y a un moyen idéal. Il y a Eric qui a probablement beaucoup plus de compétences là-dessus que moi. Bonjour, Césario du SAMU de Lyon. Donc, ce qui va apparaître, ce qui va sortir pour la Coupe du Monde, pour les JO, c'est le réseau radio du futur, RRF, c'est ça, qui est en cours d'utilisation, enfin en cours de progression. Après, il y a toutes les messageries, WhatsApp, etc. Effectivement, Tobias a très bien dit, il faut se connaître, il faut que les hommes se connaissent, et c'est comme ça qu'on communique le mieux. Donc, les radios, jusqu'à présent, il n'y a pas encore d'épisode où le téléphone a été coupé, sauf peut-être effectivement le Stade de France. Ça fonctionne pour le moment toujours, sinon il y a toutes les messageries, et puis ce réseau du futur qui va arriver. Alors, je pense qu'un des points importants de ta réponse, c'est de dire que le système idéal, il n'existe pas, mais que le système qui a été préparé et discuté en amont entre gens qui se connaissent, il sera plus efficient que le système qui n'a pas été préparé, et que la solution d'avoir un système et peut-être d'avoir un backup et des choses qui peuvent être complémentaires sans forcément se télescoper, c'est important. Donc la préparation, quoi. Bonjour, je suis responsable d'un service d'urgence dans un petit hôpital et je voudrais savoir le rôle du SAMU, parce que vous parlez du mur et du MAR, mais on nous dit que c'est le SAMU qui va arriver en cas d'NRC, installer la tente, tout ça. Donc il y a un délai, je ne sais pas comment ça s'articule, en tout cas le rôle du SAMU. Comme c'est très bien décrit ça va être une réponse en deux parties. Comme dans le référentiel du ministère, c'est vraiment très bien décrit que le SAMU fait le pivot entre le pré et intra et est censé aussi pouvoir intervenir sur un établissement de santé lorsqu'il reçoit des patients contaminés, peu importe le type de contamination, et que le SAMU peut être appelé à intervenir sur un établissement, non seulement pré-hospitalier, mais même sur un hôpital, pour mettre en place une chaîne de décontamination ou de permettre les premières prises en charge des patients. Après, le référentiel du ministère est aussi très clair de dire que tout établissement de santé, notamment lorsqu'il y a un service d'urgence, se doit de mettre en place au minimum des moyens assez simples pour être en mesure d'accueillir des patients contaminés. Et donc, au moins de faire un premier tri, de protéger les soignants, d'accord, toujours de savoir se protéger, d'avoir les moyens de se protéger, de faire un premier tri, et idéalement de mettre en place au moins une décontamination simple et d'isoler les patients dans un endroit sécurisé pour éviter la contamination en intra-hospitalier. Ok. Eh ben, merci beaucoup.